Et bonsoir, bonjour. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'ai fait des modifications sur le micro. Et normalement, c'est mieux qu'hier. Enfin, que mercredi. Cependant, je suis pas sûre de moi parce que c'est pas facile. Hello, salut Blazer, comment ça va? Est-ce que tu trouves que la qualité micro est correcte? Dis-moi tout. Merci d'être là, dis donc. Bah ça va très bien. Je suis contente de ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Préparer des petites histoires. Je trouve ça bien. Parfait. Merci. Trop cool. J'ai suivi un tuto étape par étape pour mettre des filtres, des trucs comme ça sur le micro. Et c'était pas facile. Et puis j'étais là à tâtonner et parfois je changeais un truc et ça cassait tout. C'est pas évident. Mais parfait, si la qualité est mieux, je suis contente. Regardez un peu pour me baisser la musique chez moi. Je trouve ça un peu fort pour moi. J'ai du mal à me concentrer quand une musique est trop forte. Mais je vais peut-être l'augmenter chez vous quand même, du coup. Voilà. Faut pas hésiter pendant le live si jamais la musique est pas assez forte, elle est trop forte, ma voix n'est pas assez forte, etc. On verra tout ça ensemble. Et ben voilà, moi j'ai préparé plusieurs petites histoires à lire, des contes de Grimm, parce que moi j'adore les contes, depuis vraiment toujours. Et en fait, j'adore quand je vais en recyclerie essayer de chercher des vieux bouquins où il y a des contes dessus. Enfin, des contes de Grimm, de Perrault, de Les Mille et Une Nuits, de plein de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire des lives un peu lecture de contes anciens comme ça. Et un petit peu voir à quel point il y en a, ils sont un peu gore, quoi, clairement. Et où c'est un petit peu chaud, et puis quelle morale ça pouvait vouloir renvoyer et tout ça, et c'est intéressant. Je considère pas être une super lectrice, mais comme ça au moins je m'entraînerai aussi. Et voilà. C'est vraiment trop bien comme concept, je kiffe. Merci! C'est gentil. J'espère que ça va vous plaire et que ça va être bien. Justement, je me dis que c'est un concept qui est pas non plus vu partout, même si bon, il y en a plein sur Twitch qui lisent des histoires. Mais vu que c'est quelque chose qui me plaît vraiment bien, les contes, je me dis que ça parle bien d'un truc que moi j'aime. Et c'est l'essentiel. Donc j'ai choisi 3 histoires plus ou moins longues. Et comme ça, on va voir comment je me sens, si je suis fatiguée, si on fait vraiment les 3 histoires ou pas. Bref. Déjà, on va passer, attention, hop là, au plan lecture. Donc j'ai mis la caméra un petit peu plus grand, et puis là, il y aura affiché au milieu, là, le conte qu'on est en train de lire, du coup. Parce que comme je vais lire sur un vrai livre, et ben vous n'allez pas pouvoir voir en même temps. Alors le livre que je vais utiliser pour lire, c'est celui-là. Caméra, hop. Voilà, Conte de Grimm, avec cette très belle image. C'est un format poche, et si je ne m'abuse, c'est un livre qui date, je regarde en même temps, de 1970. Genre 73 ou 74, un truc comme ça. Préface française, 76. Et première publication, 73. Ah oui, j'adore ces éditions. Oui, c'est beau, hein. J'aime trop les vieux livres comme ça, où il y a du charme, quoi. Donc c'est un livre avec, donc... Oula, pour montrer. Hop, avec plein d'histoires, du coup, dedans. Malheureusement, il n'y a pas d'image. Mais j'en ai trouvé à chaque fois pour pouvoir illustrer l'histoire qu'on va lire, quoi. Et j'ai aussi cet autre livre-là, qu'une autre fois on pourra lire. C'est le conte des Mille et Une Nuits. Enfin, les contes des Mille et Une Nuits. Voilà, et ce livre est très très beau aussi. J'essaie de le montrer en entier. Hop, c'est une couverture un peu plastique comme ça.
Je fais un petit peu d'ASMR. Damn, la couverture, t'as vu? Exceptionnel. C'est vraiment beau. Bon, il y a un peu le reflet de la lumière là, mais... Hop, grandes œuvres, il y a écrit. Oh. C'est vraiment très joli. Et il me semble que dans celui-là, il y a des illustrations. Ouais, il y a quelques illustrations de temps en temps. Comme ça. En noir et blanc. Et c'est très sympa, mais c'est vrai que je connais un petit peu moins les contes des Mille et une nuits. Du coup, à la fois, on pourra découvrir. Et à la fois, j'avais un petit peu moins d'idées de quelle histoire choisir en premier. Parce qu'il y a toute l'histoire de Aladdin, par exemple. Mais c'est hyper long. Avec les illustrations comme ça. Et du coup, c'est un peu long. Donc peut-être pour commencer, on va faire des petits contes assez courts. Mais ouais, il y a plein de jolies illustrations. Et le bouquin est vraiment trop beau, quoi. La tranche comme ça. Voilà, et j'en ai quelques autres dans ma bibliothèque, sous le coude, pour pouvoir faire ça. Mais du coup, aujourd'hui le thème c'est Contes de Grimm. Et on va lire donc 3 petits contes. J'ai choisi le premier, alors on va voir si tout fonctionne bien. C'est celui-là, hop là, Les 7 corbeaux des frères Grimm, qui est un tout petit... je crois qu'il fait que 3 ou 4 pages, un tout petit conte. Donc pour se chauffer, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a le diable aux cheveux d'or, les 3 cheveux d'or du diable. Il y a plusieurs titres. Là, moi, dans mon livre, c'est écrit le diable aux 3 cheveux d'or. Alors que là, c'est écrit les 3 cheveux d'or du diable. Bref. Voilà, qui est un petit peu plus long, mais pareil, assez court. Et en fonction... de mon état et de à quel point je suis fatiguée de lire ou pas. Mais ça ira normalement parce que c'est 2 petits contes que j'ai choisis. Il y a aussi Blanche-Neige, directement. Qui, pareil, est pas trop long, mais quand même un petit peu plus que les autres. Et avec vraiment... en fait, comme c'est vraiment les contes en version originale, quoi, il y a un petit peu le côté de... au lieu de juste dire la méchante était dégoûtée et elle s'enfuit, il y a vraiment écrit qu'elle est torturée pendant des jours et des jours. On s'amuse, le fun. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Et avant ça, il y a aussi, en fait dans ce livre-là, il y a une petite préface donc de la personne qui a édité le bouquin, je sais pas c'est quoi les bons termes, qui s'appelle Marthe Robert. Et qui explique un petit peu la vision des frères Grimm de rassembler, en fait, parce que c'est pas eux qui ont écrit les contes. Concrètement, c'est des contes oraux qui ont été... qui se transmettaient de génération en génération, et eux, ils se sont dit, bah, faudrait peut-être les écrire pour que ça reste dans l'histoire. Et ils ont réussi, finalement. Donc, du coup, il y a une petite préface qui explique ça. Et donc je me disais qu'on pouvait commencer par ça. J'espère que je vais bien lire. J'ai pris de l'eau à côté pour pouvoir m'hydrater la bouche, finalement. Et je propose de commencer. Est-ce que au niveau volume de la musique, c'est ok par rapport à ma voix? Et après... pouvoir regarder. Normalement, j'avais fait quelques tests, mais bon. Ouais, je trouve ça bien. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, si vous êtes prêts, on va commencer la préface. Donc, malheureusement, je vais pas mettre le livre comme ça. Sinon, on me verra plus. Mais juste, voilà, je le tiens vraiment devant moi et je vais le lire comme ça. Donc c'est du vocabulaire de l'époque aussi, donc on m'excuse si jamais je bug un petit peu dessus. En entreprenant de rassembler, de transcrire et de publier les contes populaires dont la tradition vivait encore à leur époque dans les pays allemands, les frères Grimm ne songeaient guère qu'à les sauver de l'oubli avant que leur déclin fût irrémédiable. L'extraordinaire fortune des 2 petits livres qui portent à bon droit leur nom
dit assez qu'ils ont réussi, et au-delà de ce qu'ils espéraient sans doute, car grâce à eux, grâce à leur amour et à leur scrupuleuse patience, ces petits chefs-d'œuvre, jugés jadis comme juste bons à dormir debout, sont entrés d'un coup dans la littérature, et même dans l'histoire de la pensée. Avant eux, en effet, quoique Perrault les eût mis à la mode parmi les gens de goût et de lettrés, personne n'eût cherché dans les contes autre chose que les produits naïfs, charmants et un peu simples d'une imagination populaire, dont le bénéfice semblait exclusivement réservé aux vieilles femmes et aux enfants. Si l'on se divertissait à les lire, voire à en écrire, on ne s'interrogeait guère sur leur raison d'être, et leur sens paraissait assez clair pour se résumer dans une brève moralité qui, tout en les rendant utiles, avait aussi l'avantage de compenser leur bizarrerie. Oh, l'annonce était forte, ça m'a fait peur. Merci. Merci. Oh, coucou baleine. Oh, merci d'être de passage, c'est tellement gentil. Comment ça va? Moi, j'arrive pas à voir qui a suivi, j'ai pas le... Ah oui, c'est ça, c'est toi, Baleine. Merci beaucoup, Baleine Sauvage, pour ton follow. Bienvenue. On était en train de lire la préface de ce livre qui est sur les contes de Grimm. Parce que juste après, on va lire 3 histoires des contes de Grimm. Et merci, Hellblazer, pour ton follow, dis donc. C'est normal, ça va et toi? Bah ça va, super. Je suis très contente de... J'avais oublié de follow, oups, c'est pas grave. Ça va super, je suis contente de ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Je suis un peu stressée parce que c'est nouveau quoi. mais voilà, le fond Steven Universe, le bonheur, oui. Mais c'est ma série d'animation préférée et du coup j'ai fait quelques références. Bon là on le voit vraiment bien, mais plus tard il y aura les images des contes et du coup ce sera un petit peu plus caché parce que le but c'est quand même d'être un petit fond. Et voilà. Tu vas gérer. Merci. C'est gentil. Du coup, j'étais en train de lire la préface de la personne qui a créé le bouquin et qui explique un petit peu que les frères Grimm en fait étaient un peu précurseurs dans le fait de se dire que c'est important de rassembler les contes oraux et de pouvoir les transmettre quoi globalement. Je suis fan de Steven Universe pareil. Super. Trop bien. Je les ai vus, j'ai vu toute la série genre au moins 4 fois. Et je suis hyper fan et j'ai plein de trucs, de goodies de Steven Universe chez moi et j'aime trop. C'est tellement une série qui met de bonne humeur. Bon, je vais reprendre la lecture de la préface. Et comme ça après on va pouvoir commencer les contes. Et je vais peut-être mettre ma chienne dans une autre pièce aussi parce que elle chouine. Parce que je parle toute seule, je pense. Mais en tout cas, merci d'être là, c'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir que vous m'encouragiez comme ça. Pareil MDR, je refais une watch party avec des amis en ce moment. Mais non, trop bien. Oh, c'est trop cool. Moi, c'était l'hiver dernier où j'ai tout montré à mon copain. Je me pose en lurk, ça marche. Et ben bon lurk, et j'espère que les histoires vont bien t'accompagner. Bah oui, c'est normal qu'elle comprenne pas pourquoi je parle toute seule, Aika. Ah là là. Je reprends une petite phrase avant parce que c'est pas très long là, la préface. Tac. Avant eux, en effet, quoique Perrault les eût mis à la mode parmi les gens de goût et les lettrés, personne n'eût cherché dans les contes autre chose que les produits naïfs, charmants et un peu simples d'une imagination populaire, dont le bénéfice semblait exclusivement réservé aux vieilles femmes et aux enfants. C'est Aika qui m'a poussé. qui a poussé la chaise. Si l'on se divertissait à les lire, voire à en écrire, on ne s'interrogeait guère sur leur raison d'être, et leur sens paraissait assez clair pour se résumer dans une brève moralité qui, tout en les rendant utiles, avait aussi l'avantage de compenser leur bizarrerie. Il est probable que les philologues allemands eux-mêmes n'eussent pas beaucoup dépassé cette façon de voir si la logique de leur méthode ne les eût conduits, en leur ouvrant pour ainsi dire, à l'improviste, un chemin tout encombré d'obstacles et de questions. Leur grand mérite est d'avoir frayé ce chemin dans une contrée à peu près aussi broussailleuse que les forêts enchantées de leur conte, et sans crainte de s'y perdre. L'admirable transcription qui avait été faite avec une ferveur où l'on retrouve la piété des anciens bardes, autant que la rigueur sans faille du critique, elle servait certes d'abord la poésie en restituant à la littérature populaire
sa perfection et sa noblesse, mais elle donnait aussi matière à une véritable science, inconcevable tant qu'on ne disposait que de quelques contes isolés, recueillis par hasard et par jeu. Je suis désolée, parfois la lecture est pas facile. Je me concentre. À mesure que les recueils du même genre se multipliaient et faisaient éclore le folklore de l'Europe, on découvrait entre tous les contes des analogies extrêmement précises que leur constance même empêchait d'expliquer par une rencontre fortuite. Non seulement, en effet, les récits des pays les plus divers avaient une trame commune, mais leurs éléments se trouvaient agencés et combinés de façon identique à quelques variantes près, qui soulignaient encore une nette continuité des thèmes. Comment expliquer cette similitude autrement que par une origine commune? Mais à peine soulevée, la question de l'origine et de la diffusion des contes soulevait celle de leur sens possible. Car si ces histoires s'étaient propagées d'âge en âge, à partir d'une unique origine, on pouvait difficilement les tenir pour tout à fait absurdes. Il fallait croire au contraire qu'elles avaient eu un sens, lesquels s'étaient naturellement obscurcis à mesure qu'elles s'éloignaient de leur lointain commencement. Et la préface est encore un petit peu longue, mais après c'est vrai que ça parle un petit peu d'autre chose. Mais là je trouvais ça intéressant de s'arrêter là, parce que ça parle un petit peu du côté où dans plein de pays différents en fait il y a pas mal de thèmes et de types de contes qui se regroupent en fait. Et qui se retrouvent. Aka, arrête de faire des bêtises. Elle est en train de renifler sur la table. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Et c'est très chouette. Je vais m'absenter 2 minutes pour la mettre dans la chambre avec un petit truc à manger. Comme ça, elle me laissera un petit peu tranquille pour la lecture. Et j'arrive tout de suite. On commencera donc par le conte des 7 corbeaux des frères Grimm. Je reviens tout de suite. Me revoilà. J'avais bien prévu de faire la balade avant et de... Bref, de faire en sorte qu'elle soit calme. Mais je pense qu'elle n'a pas l'habitude de m'entendre lire, finalement. Ça doit être une intonation de voix différente et ça doit la perturber. Hop. Je me demande même si pour vous la musique elle est bien. Moi je vais peut-être m'enlever le casque parce que c'est vrai que ça me déconcentre un petit peu d'avoir de la musique en même temps. Ça c'est juste moi, je suis un peu bizarre. Mais du coup, hop. Comme ça vous me dites... Ah pas bête, bah ouais. Vous me dites si jamais la musique est trop forte ou quoi, ou d'ailleurs si elle se coupe aussi. Parce que c'est une boucle d'1 heure je crois. Mais faudrait que je la relance un moment. Donc n'hésitez pas. Je vérifierai quand même de temps en temps entre chaque conte. Ah, pas bête. Eh bien allez, est-ce que vous êtes prêts pour la lecture du conte des 7 corbeaux? Donc c'est parti. Oui. Super. J'ai l'impression de lire un peu à des enfants. Mais c'est parce que je faisais ça avant et j'aime beaucoup lire des histoires aux enfants. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce concept-là. Mais du coup, j'adore. Posez-vous un petit peu. On lit l'histoire Les 7 corbeaux. Un homme avait 7 fils, et toujours pas de fille. Si fort qu'il le désira. Si fort qu'il le désira. Point virgule. J'ai cru que c'était un 2 points. Enfin sa femme lui donna de nouveau des espérances, et quand l'enfant vint au monde, voici que c'était une fille. La joie fut grande, mais l'enfant était chétif et petite, et à cause de sa faiblesse, il fallut l'endoyer. J'avais cherché, ça voulait dire quoi, l'endoyer? Il me semble que c'est... Pardon pour la petite pause. L'endoyer, vieux français, oui tu m'étonnes. Ben, ça veut dire quoi? Baptême simplifié. Ah oui, voilà, c'était ça que j'avais regardé. En fait, c'est qu'au lieu de faire un baptême classique à l'église, on fait un petit baptême rapidement chez soi avec de l'eau, quoi. Voilà. Donc, je reprends. Je reprends même depuis le début, comme ça, on fait ça nickel. Un homme avait 7 fils, et toujours pas de fille, si fort qu'il le désira. Enfin, sa femme lui donna de nouvelles espérances. Et quand l'enfant vint au monde, voilà que c'était une fille.
La joie fut grande, mais l'enfant était chétive et petite, et à cause de sa faiblesse, il fallut l'ondoyer. Le père envoya l'un des garçons chercher en hâte de l'eau luscrate à la fontaine. Les 6 autres le suivèrent. Et comme chacun voulait être le premier à puiser, ils laissèrent tomber la cruche dans le puits. Ils laissèrent planter là, ne sachant ce qu'ils devaient faire, et aucun d'eux n'osait rentrer à la maison. Comme ils ne revenaient toujours pas, le père s'impatienta et dit « Certainement, ils auront oublié de rentrer pour jouer, ces garçons impies. » Il se prit à craindre que la petite fille mourût sans baptême, et dans sa colère il cria « Je voudrais qu'ils soient tous changés en corbeaux. » Il avait à peine fini de dire ces mots qu'il entendit un battement d'ailes dans les airs au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit 7 corbeaux noirs comme du charbon qui volaient de ci de là. Les parents ne purent pas annuler l'enchantement, mais si tristes qu'ils furent d'avoir perdu leurs 7 fils, ils se consolèrent néanmoins quelque peu avec leur chère petite fille, qui reprit bientôt des forces et embellit de jour en jour. Et ouais, faut pas dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Les parents ne purent pas annuler l'enchantement. Oui, ça je l'ai lu, pardon. Hop. Elle reprit bientôt des forces et s'embellit de jour en jour. Vous verrez que dans les contes, à chaque fois, c'est écrit qu'une petite fille devient de plus en plus belle. Bon. Elle ignora longtemps qu'elle avait eu des frères, car les parents se gardaient bien d'en parler. Jusqu'au jour où elle entendit des gens dire par hasard que la jeune fille était belle, assurément, mais qu'en réalité elle était responsable du malheur de ses 7 frères. Elle en fut tout affligée. Elle alla trouver son père et sa mère et leur demanda s'il était vrai qu'elle avait eu des frères, et ce qui leur était advenu. Les parents ne purent pas garder plus longtemps le secret. Ils dirent néanmoins que c'était là un décret du ciel et que sa naissance n'en avait été que l'occasion innocente. Mais la jeune fille éprouva chaque jour des remords, et croyant qu'elle devait délivrer ses frères, elle n'eut ni trêve ni repos, qu'elle ne fût mise en route secrètement pour retrouver leurs traces quelque part et les délivrer, quoi qu'elle pût lui en coûter. Suspense. Elle n'emporta rien qu'un petit anneau en souvenir de ses parents, une miche de pain pour la faim, une petite cruche d'eau pour la soif et une petite chaise pour la fatigue. Trimballe ta chaise comme ça. Et elle allait toujours droit devant elle, loin, loin, jusqu'au bout du monde. Alors elle arriva au soleil, mais il était trop chaud et terrible, et il mangeait les petits enfants. Elle s'enfuit en hâte et courut jusqu'à la lune. Mais elle était bien trop froide, et elle était aussi cruelle et méchante. Et quand elle aperçut l'enfant, elle lui dit « Je sens de la chair humaine !» Alors qu'elle s'enfuit vivement et arriva chez les étoiles, elles furent aimables et bonnes avec elle, et chacune était assise sur une petite chaise à part. Cependant, l'étoile du matin se leva, lui donna un osselet et lui dit « Sans cet osselet, tu ne pourras pas ouvrir la montagne de verre, et c'est dans la montagne de verre que se trouvent tes frères. » Bah ouais. Ah ouais. J'aime vos réactions. Donc la petite fille prit l'osselet, l'enveloppa soigneusement dans une petite torche. Dans un petit torchon, je me disais, pourquoi une torche? Dans un petit torchon, et continua sa route, tant et si bien qu'elle arriva à la montagne de glace. La porte était fermée à clé, et elle voulut sortir l'osselet du torchon. Mais quand elle l'ouvrit, elle vit qu'il était vide, et qu'elle avait perdu le cadeau des bonnes étoiles. Et que faire maintenant? Elle voulait sauver ses frères, et elle n'avait plus la clé de la montagne de glace. La bonne petite sœur prit un couteau, se coupa le petit doigt, et le mit dans la serrure, et parvint à l'ouvrir. J'ai dit que les contes étaient gore. Quand elle fut entrée, un gnome vint à sa rencontre et lui dit « Mon enfant, que cherches-tu? Tu cherches tes frères, les 7 corbeaux ?» dit-elle. Le gnome répondit « Je me suis trompée, je relis. » Quand elle fut entrée, un gnome vint à sa rencontre et lui dit... Ah, c'est elle qui lui dit, parce que je me disais, c'est bizarre ce qui se passe après. Non, pas du tout. Ah! Je vous montre vite fait, je sais pas si vous voyez, il y a des petits traits au milieu d'une phrase, au milieu d'un truc, et en fait, c'est un autre personnage qui parle. J'avais rien compris. Je relis. Quand elle fut entrée dans la grotte, un gnome vint à sa rencontre et lui dit « Mon enfant, que cherches-tu ?
Je cherche mes frères, les 7 corbeaux, dit-elle. Le gnome répondit. Messieurs les corbeaux ne sont pas à la maison. Mais si vous voulez attendre leur retour, entrez. Là-dessus, le gnome apporta le repas des corbeaux sur 7 petites assiettes et dans 7 petits gobelets. Et la petite sœur mangea une miette dans chaque gobelet. Mais dans le dernier gobelet, elle y laissa tomber le petit anneau qu'elle avait emporté. Tout à coup, on entendit dans les airs des battements d'ailes et des cris. Le gnome dit alors « Ce sont messieurs les corbeaux qui rentrent à tire d'aile. » Alors ils vinrent, voulurent boire et manger, et cherchèrent leurs petites assiettes et leurs petits gobelets. Puis ils s'écrièrent, l'un après l'autre « Qui a mangé dans ma petite assiette? Qui a bu dans mon petit gobelet? C'était une bouche humaine !» Et comme le 7e vida son gobelet, l'anneau en tomba. Alors il le regarda, en voyant que c'était l'anneau de son père et de sa mère, et il dit « Dieu veuille que ce soit notre petite sœur alors, nous serions délivrés !» Quand la petite fille qui écouta derrière la porte entendit ce souhait, elle s'en montra, et alors tous les corbeaux reprirent leur forme humaine. Ils s'embrassèrent et se firent 1000 caresses, et rentrèrent joyeusement chez eux. Voilà. C'était les 7 corbeaux. D'une petite sœur qui va sauver ses 7 frères. Qui donc est échangé en corbeaux. Juste parce que le père était en mode « Ah, ils sont nuls. Voilà. Et bah dis donc. C'était sympa, non? En vrai, celle-là est relativement sobre par rapport à d'autres. Elle se coupe quand même le petit doigt pour pouvoir ouvrir la montagne, quoi, mais... Bref, vous en avez pensé quoi? Vous avez bien aimé? Je suis désolée, du coup, à 2-3 moments, j'ai eu un petit peu du mal à lire. Mais c'est que tout est écrit un peu en un bloc, avec des mots un peu compliqués. Et même si j'ai quand même un peu l'habitude de lire, c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où je bug, et puis bon, bah lire à voix haute, c'est pas si simple que ça. Mais et voilà. C'est trop cool, mais c'est vrai que c'est super sombre. Oui. Je vais pas vous mentir en disant que le prochain est moins sombre, j'avoue, je m'en rappelle pas très bien. Je me rappelle juste que le diable aux cheveux d'or, donc qui est la prochaine histoire qu'on va lire, c'est une histoire que moi j'aimais beaucoup. Quand j'étais enfant, que j'ai lu quand j'étais à la bibliothèque, mais je sais que c'est un petit peu chaud aussi. Mais d'ailleurs, je me prends à boire, hop là. J'avais hésité à mettre dans la sélection de ce soir, de cet après-midi, Peau d'âne, qui a une version en fait des Grimm qui est peau à 1000 peaux, enfin jeune fille à 1000 peaux, un truc un peu comme ça. Mais en fait, c'est horrible. Parce que j'avais oublié ce détail, mais c'est vraiment un roi qui veut épouser sa fille. Et j'étais en mode, non, peut-être pas l'inceste dès le début, là, comme ça. Ouais, peut-être pas partir là-dessus, quoi, c'est... Voilà. Surtout que je me suis dit, non, mais peut-être à la fin de l'histoire, en fait, il y arrive pas du coup, et c'est peut-être ça la morale, genre faut pas épouser sa fille. Et en fait, bah non, à la fin, il l'épouse, donc... Bizarre. Ah... Hop. Je me réinstalle un petit peu bien, désolée pour les bruits de chaise. Hop là. Est-ce que on est prêt pour commencer le diable aux 3 cheveux d'or? Celui-là est un conte un petit peu plus long. Il était une fois une pauvre femme qui avait mis au monde un petit garçon. Et comme il était né coiffé, on lui prédit qu'à l'âge de 14 ans, il aurait pour épouse la fille du roi. Alors, être né coiffé, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire être né avec la poche des os qui est encore sur soi, ou le placenta. J'ai un doute, j'ai regardé tout à l'heure. On regardera à la fin de l'histoire si vous voulez, après c'est pas hyper important, mais c'était apparemment un signe quoi, que il devait épouser la fille du roi finalement. Il advient que bientôt, après le roi, se rendit au village. Et personne ne savait que c'était le roi. Et quand il demanda aux gens ce qu'il y avait de neuf, ils lui répondirent « Ces jours-ci, il nous est né
un enfant coiffé. Tout ce qu'un enfant de cette espèce entreprend tourne à son avantage. D'ailleurs, on lui prétend qu'à l'âge de 14 ans, il épousera la fille du roi. Le roi, qui avait le cœur méchant et que la prophétie mit en colère, alla trouver les parents, se donna l'air tout à fait aimable et leur dit « Pauvres gens, confiez-moi votre enfant, je veux me charger de lui. » Ils commencèrent par refuser, mais comme l'étranger leur offrait une grosse somme et qu'ils se disaient « C'est un enfant de la chance », cela peut que bien tourner pour lui. Ils finirent par accepter et lui donnèrent l'enfant. On a vendu notre enfant. C'est parti. Le roi le mit dans une boîte. Pardon, mais ok. Le roi le mit dans une boîte et partit à cheval avec lui, jusqu'au bord d'une eau profonde. Alors il y jeta la boîte en se disant « J'ai débarrassé ma fille de ce prétendant inattendu. » Mais la boîte n'alla pas au fond. Elle vogua comme un petit bateau, et pas une goutte d'eau ne pénétra à l'intérieur. En légende. Voilà, une boîte en légende. Elle navigua ainsi jusqu'à 2 lieues de la capitale du roi, où se trouvait un moulin, au barrage duquel elle resta accrochée. Un jeune meunier, qui heureusement se trouvait là et l'aperçut, l'attira à lui à l'aide d'un harpon, et crut avoir trouvé de grands trésors. Mais quand il l'ouvrit, il ne vit qu'un beau poupon, tout frais et dispo. Il y a vraiment écrit dispo. Tout frais et dispo, donc. Il l'apporta au maître du moulin, et comme ceux-ci n'avaient pas d'enfant, ils s'en réjouirent et dirent « C'est Dieu qui nous l'a donné. » Ils prirent bien soin de l'enfant trouvé, et il grandit orné de toutes les vertus. Frais et dispo, je vous jure. Attends, où est-ce que c'est? Là, est-ce que vous allez voir? Non, pas sûr. Je pense pas qu'il y ait une mise au point à ce point-là. Il y a écrit tout frais et de l'autre... Et là, dispo. Et dispo. Voilà. Comme quoi, hein, on dit les jeunes, mais ça existait déjà il y a 5 siècles. Ça devait peut-être pas dire la même chose. Le bébé frais et dispo, putain, je suis mort de rire. Ok. Donc, il fut recueilli par des meuniers. Il arriva qu'un jour d'orage, le roi entra au moulin et demanda aux meuniers si ce grand garçon était leur fille. « Non, dirent-ils, c'est un enfant trouvé, il y a 14 ans de cela. Il est arrivé dans une boîte jusqu'à notre barrage, et notre apprenti l'a tiré de l'eau. » Le roi vit alors qu'il ne pouvait s'agir que de l'enfant né coiffé qu'il avait jeté dans la rivière. « Braves gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il porter une lettre à Madame la Reine? Je lui donnerai 2 pièces d'or. » Je me disais, pourquoi des prières? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. À vos ordres, sire. Répondit-il, et ils dirent au jeune homme de se tenir prêt. Alors le roi écrit à la reine un billet où il était dit que le porteur de cette missive, dès que le porteur de cette missive arrivera, il devra être tué et enterré, et tout cela avant mon retour. Piège. Je m'excuse 2 secondes. Hop. Je me disais, je lisais moins bien, mais il y a la musique aussi dans mes oreilles. Et je vais ouvrir à ma chaîne pour voir si elle s'est un petit peu calmée. J'arrive 2 secondes. C'est bon, me voilà. Désolée pour ce dérangement. Je l'ai bien sortie avant. Normalement, elle devrait être morte, mais... ça arrive. Donc le roi tend un piège pour cet enfant de 14 ans, né coiffé. Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Dans l'obscurité, il vit une petite lumière, se dirigea vers elle et arriva à une petite chaumière. Au moment où il entra, une vieille femme était assise toute seule, près du feu. En l'apercevant, elle fut effrayée et dit « D'où viens-tu et où vas-tu » ? « Je viens du moulin, dit-il, et je vais chez la reine, à qui je dois porter une lettre. Mais comme je me suis perdu dans les bois, je voudrais bien passer la nuit ici. » « Pauvre enfant, tu es tombé dans un repère de brigands, et quand ils rentreront, ils te tueront. »« Vienne qui pourra, dit le garçon, je n'ai pas peur, mais je suis si fatigué que je ne peux pas aller plus loin. » Il s'étendit sur un banc et s'endormit.
Peu après, les brigands rentrèrent et demandèrent avec colère qui était cet étranger. « Ah, dit la vieille, c'est un enfant innocent, il s'est égaré dans la forêt, et je l'ai recueilli par pitié. Il doit porter une lettre à la reine. » Les voleurs décachetèrent la lettre. Ils la lurent, et il était dit qu'aussitôt arrivé, le garçon devrait être tué. Alors les brigands au cœur dur furent pris de pitié. Leur chef déchira la lettre et écrivit une autre, où l'on disait que dès son arrivée, le jeune garçon devrait être marié avec la fille du roi. Puis ils le laissèrent dormir tranquille sur son banc, jusqu'au lendemain matin. Et quand il se réveilla, ils lui donnèrent la lettre et le remit dans le droit chemin. Mais quand la reine eut reçu et lu le billet, elle fit comme on lui disait et ordonna de préparer une grande fête. Et la fille du roi épousa le garçon décoiffé. Bravo à lui. Quelque temps après, le roi rentra au château. Il vit que la prédiction s'était accomplie et que le favori de la fortune avait épousé sa fille. « Comment cela est-il arrivé » demanda-t-il. « L'ordre que je donnais dans ma lettre était tout différent. » Alors la reine lui remit le billet et lui dit de lire lui-même ce qu'il y avait dedans. Le roi le lut et comprit que le sien avait été échangé contre un autre. Il demanda au jeune homme ce qu'il avait fait de la lettre qu'il lui avait confiée, et pourquoi il en avait rapporté une autre à la place. « Je n'en sais rien, répondit-il. Elle a dû être échangée pendant la nuit que j'ai passée dans les bois. » Au comble de la colère, le roi dit « Ça ne se passera pas comme ça. Celui qui veut ma fille doit aller en enfer me chercher 3 cheveux d'or sur la tête du diable. Si tu me rapportes ce que je te demande, tu pourras garder ma fille. » Le roi espéra qu'ainsi il serait débarrassé de lui à tout jamais. Mais l'enfant décoiffé répondit « J'irai bien chercher les 3 cheveux d'or. Je n'ai pas peur du diable. » Là-dessus, il fit ses adieux et entreprit son voyage. Vous remarquerez qu'on ne parle pas du tout de la fille du roi, finalement. Qui est-elle? Est-ce qu'elle veut épouser ce mec? C'est pas l'ambiance, malheureusement. Hop. Son chemin le conduisit à la porte d'une grande ville, où le gardien lui demanda à quel métier il s'attendait et ce qu'il savait. « Je sais tout, répond le favori de la fortune. En ce cas, dit le gardien, tu peux me rendre un service en nous disant pourquoi la fontaine de notre marché, d'où le vin jaillissait d'ordinaire, s'est tarie et ne donne même plus d'eau. Vous le sauriez, répondit-il. Attendez seulement mon retour. Puis il continua son chemin et arriva à la porte d'une autre ville où le gardien lui demanda de nouveau à quel métier il s'attendait et ce qu'il savait. Je sais tout, répondit-il. En ce cas, tu peux nous rendre un service, en nous disant pourquoi un arbre de notre ville, qui d'habitude donnait des pommes d'or, ne porte même plus de feuilles à présent. Vous le saurez, répondit-il. Attendez seulement mon retour. Puis il continua son chemin, et arriva au bord d'une grande rivière, qu'il lui fallut traverser. Le passeur lui demanda à quel métier il s'attendait et ce qu'il savait. Je sais tout, répondit-il. En ce cas, tu peux me rendre un service, dit-il, dit le passeur. En me disant pourquoi je dois naviguer continuellement d'une rive à l'autre sans jamais être relayé. Tu le sauras, répondit-il. Attends seulement mon retour. Il eut passé l'eau, il trouva l'entrée de l'enfer. L'intérieur était noir et plein de suie. Le diable n'était pas à la maison, mais sa grand-mère était là, assise dans un vaste fauteuil. La grand-mère du diable, du coup, si vous suivez bien. « Que veux-tu » lui demande-t-elle. Mais elle n'avait pas l'air bien méchant. Ça aussi, c'est assez perturbant dans les vieux bouquins, parfois ils accordent pas, genre la grand-mère était méchante. Pas la grand-mère était méchante. C'est un peu perturbant, mais bon. Je voudrais 3 cheveux d'or de la tête du diable, dit-il, sans quoi je ne pourrais pas garder ma femme. C'est beaucoup demandé, dit-elle. Si le diable te trouve en rentrant, tu risques ta peau. Tu me fais pitié, je vais voir si je peux te venir en aide. Elle le changea en fourmi et lui demanda. Fourre-toi dans les plis de ma jupe, tu y seras en sécurité. Bon, dit-il, mais je voudrais encore savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine d'où le vin jaillissait d'ordinaire s'est tarie et ne donne même plus d'eau? Pourquoi un arbre qui d'habitude donnait des pommes d'or ne porte même plus de feuilles? Et pourquoi un passeur doit faire la navette sans cesse d'une rive à l'autre sans jamais être relayé? Ce sont des questions difficiles, dit-elle. Mais tiens-toi tout à fait quoi? Genre, tiens-toi là et ne fais pas de bruit. Et fais attention à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Le soir venu, le diable entra chez lui. À peine eut-il mis le pied dans la maison qu'il aperçut que l'air n'était pas pur.
Je sens la chair humaine, dit-il. Il y a quelque chose de louche par ici. Puis il regarda et chercha dans tous les coins. Mais il ne put rien trouver. Sa grand-mère le sermonna. On a à peine fini de balayer et de tout ranger, et voilà que tu nous remets tous en dessus-dessous. Tu as toujours l'odeur de la chair humaine dans le nez. Assis-toi et dîne. Quand il eut mangé et bu, il se sentit fatigué. Il mit sa tête sur les genoux de sa grand-mère et lui demanda de l'épouiller. Au bout de peu de temps, il s'était assoupi, et soufflé et ronflé. Alors la vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit à côté d'elle. « Aïe !» cria le diable. « Qu'est-ce qui te prend ?»« J'ai fait un mauvais rêve, répondit la grand-mère. C'est pourquoi je t'ai pris par les cheveux. »« Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda le diable. « J'ai rêvé d'une fontaine d'où le vin jaillissait d'ordinaire, et elle s'était tarie, et qu'elle ne voulait même plus donner d'eau. Qu'est-ce qui en est la cause ?»« S'il le savait, répondit le diable, il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine. Quand ils le tueront, le vin se remettra à couler. » La grand-mère recommença à l'épouiller jusqu'à ce qu'il se rendormît et ronfla à faire trembler les vitres. Alors elle lui arracha le deuxième cheveu. « Ouf, mais qu'est-ce que tu fais ?» cria le diable en colère. « Ne te fâche pas, répondit-elle. Je l'ai fait en rêve. Et qu'as-tu donc encore rêvé ? Demanda-t-il. J'ai rêvé que dans un certain royaume, il y a un arbre fruitier qui donne d'habitude des pommes d'or, et qui maintenant ne veut même plus donner de feuilles. Qu'est-ce qui pourrait bien en être la cause ? S'il le savait, répondit le diable, c'est une souris qui ronge les racines. Quand ils la tueront, l'arbre donnera à nouveau des pommes d'or. Mais si elle continue à ronger plus longtemps, il se desséchera tout à fait. Mais laisse-moi en paix avec tes rêves. Si tu me déranges encore une fois, tu auras un soufflet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir un soufflet ? Je sais pas, on pourra regarder tout à l'heure. La grand-mère le calma et se remit à l'épouiller jusqu'à ce qu'elle se rendormît et ronfla de nouveau. Alors elle saisit le troisième cheveu d'or et l'arracha. Le diable sauta en l'air et se mit à crier et s'apprêta à lui faire passer un mauvais quart d'heure. Mais elle l'apaisa une fois de plus et dit « Qui peut répondre à ces mauvais rêves ? Qu'as-tu donc rêvé ?» demanda-t-il, curieux malgré tout. « J'ai rêvé qu'un passeur qui se plaignait d'être forcé de faire sans cesse la navette d'une rive à l'autre sans être relayé. Qu'est-ce qui en est la cause ?»« Imbécile !» répondit le diable. « Quand quelqu'un viendra et demandera à être passé, il n'aura qu'à lui mettre la baffe dans la main. Alors c'est l'autre qui devra passer les gens et il sera libre. » Donc passer la baffe, je pense c'est la rame. Voilà. Désolée, je dois partir au travail, j'aurai peut-être le temps de repasser pendant ma pause selon l'heure à laquelle on me la donne. Des gros bisous et amusez-vous bien pour le reste du live. Pas de problème. Merci beaucoup Hellblazer d'être passé. Bon courage pour ton travail. Et j'espère que ça va aller. Merci beaucoup et à bientôt à toi. Bon courage. Hop. Je retrouve ma page. Comme la grand-mère avait arraché les 3 cheveux d'or et que les 3 questions avaient été reçues, elle laissa le vieux dragon en repos et il dormit jusqu'au lever du jour. Lorsque le diable fut reparti, la vieille retira la fourmi du pli de son jupon et rendit sa forme humaine à l'enfant de la chance. « Voilà les 3 cheveux d'or, lui dit-elle. Quand est-ce que le diable a répondu à tes 3 questions? Tu l'as sans doute entendu. » Oui, dit-il, je l'ai entendu, et je retiendrai. Te voilà tiré d'affaire, dit-elle. À présent, tu peux aller ton chemin. Il remercia la vieille et quitta l'enfer, content que tout lui eût su bien Oula. On respire. C'est dur comme phrase. Content que tout lui eût si bien réussi. Quand il arriva auprès du passeur, il dut lui donner la réponse promise. « Fais-moi d'abord traverser, dit l'enfant de la chance, puis je te dirai comment tu seras délivré. » Et quand il eut atteint l'autre rive, il lui donna le conseil du diable. « Quand il reviendra quelqu'un te demander de passer, tu n'as qu'à lui mettre la baffe dans la main. » Il continua son chemin, et arriva à la ville où se trouva l'arbre stérile, et où le gardien voulut lui aussi avoir sa réponse. Alors il lui répéta ce qu'il avait entendu dire du diable. « Tu es la souris qui ronge sa racine, et il donnera de nouveau des pommes d'or. » Le gardien le remercia, et lui donna en récompense 2 ânes chargés d'or qui le suivirent. Enfin, il arriva à la ville, dont la fontaine était tarie. Alors il répéta au gardien ce que le diable avait dit. Il y a un crapaud sous une pierre de la fontaine, cherchez-le et tuez-le, et elle vous donnera de nouveau du vin en abondance.
Le gardien le remercia et lui donna également 2 ânes chargés d'or. Quand l'enfant de la chance arriva chez lui, auprès de sa femme, qui se réjouit de tout son cœur en le revoyant, et en apprenant comme lui qu'il avait bien réussi, il apporta au roi les 3 cheveux d'or du diable qu'il lui avait demandés. Et quand le roi vit les 4 ânes chargés d'or, il en fut tout joyeux et dit « À présent, toutes les conditions sont remplies, et tu peux garder ma fille. Mais dis-moi, mon cher gendre, d'où vient tout cet or? C'est vraiment un trésor considérable. » « J'ai passé une rivière, répondit-il, et c'est là que je l'ai pris. Il se trouve sur l'autre rive, en guise de sable. Puis-je aller en chercher aussi, dit le roi tout alléché. Tant que vous voudrez, autant que vous voudrez, répondit-il. Il y a un passeur sur la rivière. Faites-vous conduire par lui, et de l'autre côté, vous pourrez remplir vos sacs. Le roi Cupide partit en toute hâte, et quand il arriva au bord de l'eau, il fit signe au passeur de le faire traverser. Le passeur s'approcha et lui dit de monter. Et quand il atteignit la rive opposée, il lui mit la baffe dans la main et sauta à terre. Désormais le roi dut faire le passeur en punition de ses péchés. Le fait-il encore? Et quoi, il ne se serait trouvé personne pour lui prendre sa baffe? Voilà. C'était les 3 cheveux d'or du diable. Donc il y a une petite punition pour le roi qui a pas été très sympa. Mais bon, en même temps, ne pas marier sa fille au premier venu, ça peut se comprendre aussi. toujours quelque chose, les contes là-dessus. Bah je suis contente parce que dans mon souvenir, elle était très cool et je la trouve toujours aussi cool en fait. J'aime beaucoup en fait, moi dans les contes, j'avoue, le moment où ça se répète plusieurs fois. Où bah là par exemple il va dans chaque ville et chaque personne lui demande la même chose et à chaque fois on lui demande un truc en particulier et il est en mode ok je vous dirai la réponse et je reviens. J'aime beaucoup ce genre de trope en fait et puis le fait que tout se résout bien à la fin. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, elle est assez mignonne ça va cette histoire, elle était moins gore au final que celle d'avant. Donc je l'aime bien. J'espère qu'elle vous a plu également. Et ben moi je suis motivée pour pouvoir vous lire Blanche-Neige, qui est donc la dernière histoire que j'ai prévue pour aujourd'hui. Mais avant ça, je vais faire un petit tour aux toilettes et reprendre un petit peu d'eau pour pouvoir bien lire comme il faut. Je reviens dans 5 minutes. Je n'ai pas encore vraiment d'écran d'attente, donc je vais juste mettre ça. J'arrive bientôt. Et voilà, je reviens dans 5, allez 10 minutes, grand max. A tout de suite, je vous remonte un petit peu la musique. C'est mieux avec le micro activé. Je suis de retour, c'est bon. Et j'ai pu mettre Aika dans une autre pièce. Je sais pas pourquoi elle était un petit peu relou là aujourd'hui. Pas grave, ça arrive. Hop, donc on va être parti pour Blanche-Neige. Et ce sera la dernière histoire, parce que déjà j'en ai pas prévu d'autres. Et ensuite, parce qu'effectivement, ça fatigue un petit peu de lire comme ça, même si c'est des histoires assez courtes. Je pense que c'est juste le temps que je m'y habitue. J'enlève le casque pour la musique. Je trouve ça fou ça quand même. Je sais pas si vous avez ce truc là aussi. Parce qu'autant ça peut m'aider à me concentrer, tu vois, surtout des petites musiques un petit peu douces comme ça, où il n'y a pas de paroles et tout. Donc quand j'écris par exemple ou des choses comme ça. Mais quand je lis, ça me stimule trop. Il y a quelque chose. Mais du coup, ouais, bon. En tout cas, j'espère que les histoires vous plaisent et que vous passez un bon moment. Et que je lis pas trop mal. Hop. Donc on va être parti pour Blanche-Neige. Donc ça va être une vieille version. C'est un petit peu plus long que les histoires qu'on a lues. Je pense que c'est 2 ou 3 pages de plus là que l'histoire du diable aux cheveux d'or. Enfin des 3 cheveux d'or du diable. Je vais y arriver. mais bon, ça va être rigolo de relire aussi un livre, enfin un conte que tout le monde connaît un petit peu, mais en version, une version un petit peu datée d'époque. Alors je ne garantis pas que c'est exactement l'histoire originale, parce qu'il y a déjà eu plein de réécritures à chaque fois quoi, donc on verra bien. En tout cas c'est une version beaucoup plus ancienne que celle qu'on connaît, et ça va être assez rigolo à voir quoi. Je me rajoute, hop, mon nom à côté.
et on va pouvoir commencer. Faudrait que je m'achète un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est les petits... Enfin, un pupitre. Les petits trucs où on peut poser le livre... On peut poser le livre dessus. Comme ça, je pourrais le mettre vraiment proche de moi, genre là. Et ne pas le tenir avec mes mains. Ça pourrait être pas mal. Et ben on est parti pour Blanche-Neige alors. Du coup. Un jour, c'était au beau milieu de l'hiver, et les flocons de neige tombaient du ciel, comme du duvet. Une reine était assise auprès d'une fenêtre encadrée d'ébène noir et cousée. Et tandis qu'elle cousait ainsi et regardait neiger, elle se piquait le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche qu'elle se dit « Oh, puis-je avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noir que le bois de ce cadre ?» Peu après, elle eut une petite fille, qui était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noire de cheveux que l'ébène. Et que pour cette raison, on l'appela Blanche-Neige. Et quand l'enfant fut né, c'est super tragique comme phrase. Et quand l'enfant fut né, la reine mourut. Un an plus tard, le roi prit une nouvelle épouse. C'était une belle femme, mais fière et hautaine. Elle ne pouvait pas souffrir que quelqu'un la surpassait en beauté. Elle avait un miroir magique qui, quand elle se mettait devant et s'y contemplait, elle disait « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors elle était tranquille, car elle savait que le miroir disait vrai. Cependant Blanche-Neige grandissait et embellissait de plus en plus. Quand elle eut 7 ans, elle était aussi belle que la lumière du jour, et plus belle que la reine elle-même. Et un jour que celle-ci demandait au miroir « petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » Alors la reine prit peur et devint jaune et verte de jalousie. Dès lors, quand elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle haïssait l'enfant. Et sa jalousie... les pages. Et sa jalousie et son orgueil ne cessaient de croître comme une mauvaise herbe, de sorte qu'elle n'avait de repos ni de jour ni de nuit. Alors elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir sous les yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras son foie et ses poumons comme preuve. » Déjà rien que là, on peut constater plusieurs différences. Déjà, au lieu de dire mon beau miroir, elle dit petit miroir. Ensuite, Blanche-Neige a 7 ans. Mais c'est ok. Et elle est plus belle qu'une femme adulte. Bizarre l'ambiance. Et la reine demande au chasseur de ramener le foie et ses poumons comme preuve et pas son cœur, comme dans le Disney par exemple. Le chasseur obéit et la mena, mais quand il eut tiré son poignard et voulut percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit à pleurer et dit « Mon bon chasseur, laissez-moi la vie. Je m'enfuirai dans les bois sauvages et je ne rentrerai plus jamais. » Et comme elle était si jolie, le chasseur eut pitié et dit « Cours donc, pauvre enfant. Les bêtes sauvages auront tôt fait de la dévorer, pensa-t-il. » Mais à l'idée de ne pas l'avoir tuée, il se sentait soulagé d'un grand poids. Et comme un jeune marcassin venait vers lui en bondissant, il l'égorgea, prit ses poumons et son foie, et les rapporta à la reine comme preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et la méchante reine les mangea et crut avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. J'espère que vous vous accrochez bien. Maintenant, la pauvre enfant était toute seule dans les grands bois, et elle avait une si grande peur qu'elle regardait toutes les feuilles des arbres et ne savait à quel sein se vouer. Alors elle se mit à courir sur les cailloux et à travers les ronces, et les bêtes sauvages passaient devant elle en bondissant. Mais elle ne lui faisait pas mal. Je suis désolée, parfois j'ai un peu du mal. Mais elle ne lui faisait pas mal. Elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter, jusqu'à la tombée du jour où elle vit une petite maison et y entra pour se reposer. Dans la cabane, tout était petit, mais si mignon et si propre qu'elle ne saurait en donner une idée. Il y avait une petite table recouverte d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes, chacune avec sa petite cuillère, puis 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets.
Sept petits lits étaient placés l'un à côté de l'autre contre le mur, et ils étaient couverts de draps blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait grand faim et grand soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque assiette, et but une goutte de vin dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas tout prendre. Car elle ne voulait pas tout prendre. Ensuite, elle était tellement lasse qu'elle se coucha dans un petit lit, mais aucun ne lui allait. L'un était trop long, l'autre trop court. Enfin, le 7e fut à sa taille, elle y resta, se recommanda à Dieu et s'endormit. Quand il fit tout à fait nuit, les maîtres du logis rentrèrent. C'étaient les 7 nains qui travaillaient dans les montagnes, creusaient et piochaient pour en extraire le minerai. Ils allumèrent leurs 7 petites chandelles, et dès qu'il fit clair dans la maison, ils virent qu'il était venu quelqu'un, car tout n'était plus dans l'ordre où ils les avaient laissés. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le second « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième « Qui a pris mon petit pain ?» Le quatrième « Qui a mangé de mes petits légumes ?» Le cinquième « Qui a piqué avec ma petite fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon petit couteau ?» Le septième « Qui a bu dans mon petit gobelet ?» Puis le premier regarda autour de lui, vit un creux dans son lit et s'écria « Qui est entré dans mon lit ?» Les autres accoururent et s'écrièrent « Quelqu'un a couché dans le mien aussi !» Mais en regardant dans son lit, le 7e aperçut Blanche-Neige, qui était couchée et dormait. Alors il appela les autres, qui se précipitèrent et poussèrent des cris de surprise. Ils allèrent chercher leurs 7 petites chandelles et éclairèrent Blanche-Neige. « Oh mon Dieu !» s'écrièrent-ils. « Mon Dieu, que cette enfant, elle est donc belle !» C'est le conte, forcément. Et leur joie fut si grande qu'ils ne la réveillèrent pas, mais la laissèrent dormir dans son petit lit. Quant au 7e nain, il coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit se trouva passée. Le matin venu, Blanche-Neige se réveilla, et en voyant les 7 nains, elle fut prise de peur. Mais ils se montrèrent gentils, et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. « Comment es-tu venue chez nous ?» Alors elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie, et qu'elle avait couru tout le jour jusqu'au moment où elle avait enfin trouvé leur maisonnette. Les nains lui dirent « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire la cuisine, les lits, la lessive, coudre et tricoter, tu peux rester chez nous, tu ne manqueras de rien. »« Oui, répondit Blanche-Neige, j'accepte de tout mon cœur. » Et elle resta chez eux, et elle tient la maison en ordre. On commentera après. Mais c'est en même temps, le conte, c'est ça, quoi. Le matin, il partait pour les montagnes, où il cherchait le minerai et l'or. Le soir, il rentrait, et alors le repas était déjà préparé. La fillette étant seule tout le jour, les bons nains lui conseillèrent avec la prudence et dirent « Prends garde à ta belle-mère. » Je suis désolée, je commence à fatiguer, du coup je bégaye. Je bois un petit peu d'eau. Prends garde à ta belle-mère, elle saura bientôt que tu es ici. Surtout ne laisse personne rentrer. Mais la reine, croyant avoir mangé le foie et les poumons de Blanche-Neige, ne doutait pas d'être de nouveau la première et la plus belle de toutes. Elle se mit devant le miroir et dit « Petit miroir chéri, qui est la plus belle de tout le pays ?» Alors le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » Alors la frayeur la prit, car elle savait que le miroir ne disait pas de mensonge. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Et alors elle se creusa de nouveau la cervelle pour trouver un moyen de la tuer, car tant qu'elle n'était pas la plus belle de tout le pays, la jalousie ne lui laissait pas le repos. Et quand elle eut enfin imaginé un moyen, elle se farda le visage, s'habilla en vieille mercière et fut tout à fait méconnaissable. Ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains, par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour ma brave dame, qu'avez-vous à vendre ?»« De bonnes marchandises et de belles marchandises, répondit-elle. Des lacets de toutes les couleurs, et elle en sortit un qui était fait de tresses multicolores. Je peux bien laisser entrer cette brave dame, se dit Blanche-Neige. Elle tira le verrou et fit emplette du joli lacet. Enfant, dit la vieille, comment es-tu fagotée? Viens ici que je te lasse comme il faut. Blanche-Neige ne se méfiait pas. Elle se plaça devant elle et se fit mettre le lacet neuf.
Mais la vieille la laissa si vite et la serra tant que Blanche-Neige en perdit le souffle et tomba comme morte. « Maintenant, dit la vieille, tu as cessé d'être la plus belle, et elle s'enfuit en courant. » C'est un petit peu... c'est presque un peu cartoonesque comme truc. Mais oui, dans la version originale, il n'y a pas de pomme, il me semble qu'elle... Ou c'est peut-être à la fin. On va voir. Mais en tout cas, là, elle a juste serré le corset très fort. Peu après, à l'heure du dîner, les 7 nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige couchée par terre. Et elle ne remuait et ne bougeait pas plus qu'une morte. Ils la relevèrent et découvrirent qu'elle était trop serrée, coupèrent le lacet. Alors elle se remit à respirer, et peu à peu se ranima petit à petit. Quand les nains apprirent ce qu'il s'était passé, ils dirent « La vieille mercière n'était autre que la reine impie. Sois sur tes gardes et ne laisse entrer personne quand nous ne sommes pas près de toi. » Sitôt rentrée chez elle, cependant, la mégère alla devant son miroir et demanda « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors il répondit comme l'autre fois « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant ces mots, elle fut si effrayée que tout son sang reflua dans son cœur, car elle voyait bien qu'une fois encore Blanche-Neige avait retrouvé la vie. « Mais maintenant, dit-elle, je vais inventer quelque chose qui te fera périr, et à l'aide de tours de magie qu'elle connaissait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa et prit la forme d'une autre vieille femme. Elle se rendit chez les 7 nains par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne peux laisser entrer personne. »« Tu as bien le droit de regarder, dit la vieille. » Elle sortit le peigne empoisonné et le tint en l'air. Il plut tellement à l'enfant qu'elle se laissa tenter et ouvrit la porte. Lorsqu'elle fut d'accord sur l'achat, la vieille lui dit « À présent, je vais te coiffer comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, qui ne se méfiait de rien, laissa faire la vieille, mais à peine celle-ci lui eut-elle mis le peigne dans les cheveux, que le poison fit son effet, et que la jeune femme tomba sans connaissance. « Ô prodige de beauté, dit la méchante femme, maintenant c'en est fait de toi. » Et elle partit. Par bonheur, c'est bientôt l'heure où les 7 nains rentraient chez eux. Quand ils virent Blanche-Neige couchée par terre, comme morte, ils soupçonnèrent aussitôt la marâtre. Ils soupçonnèrent aussitôt la marâtre, cherchèrent et retrouvèrent le peigne empoisonné. Et à peine l'avaient-ils retiré que Blanche-Neige revenait à elle et leur raconta ce qui leur était arrivé. Alors ils lui conseillèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne à la porte. Une fois chez elle, la reine se mit devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Mais il répondit comme avant « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant le miroir parler ainsi, elle tressaillit et trembla de colère. « Blanche-Neige doit mourir, dit-elle, quand il m'en coûtera ma propre vie. » Là-dessus, elle alla dans une chambre secrète et solitaire où personne n'entrait jamais, et elle fabriqua une pomme empoisonnée. On y vient. Hop. Une pomme empoisonnée. J'ai perdu ma phrase, hein, tout simplement. Extérieurement, elle avait une belle apparence blanche, avec des joues rouges, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais quiconque en mangeait une bouchée était voué à la mort. Quand la pomme fut fabriquée, elle se farda le visage et se déguisa en paysanne. Et ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains, par-delà les 7 montagnes. Elle frappa à la porte, Blanche-Neige passa la porte la tête par la fenêtre et dit « Je dois laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont défendu. »« Tant pis, dit la paysanne, je n'aurai pas de peine à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter. »« Aurais-tu peur du poison, dit la vieille, regarde, je coupe la pomme en deux, et toi tu mangeras la joue qui est rouge, et moi la joue blanche. » Mais la pomme avait été faite si habilement que seul le côté rouge était empoisonné. La belle pomme faisait envie à Blanche-Neige, et quand elle vit la paysanne en manger, elle ne put résister plus longtemps. Tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine en avait-elle pris une bouchée qu'elle tomba morte. Alors la reine la contemplait avec des regards affreux, rit à gorge déployée et dit « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme ébène, cette fois les nains ne pourront pas te réveiller. »
Et comme une fois chez elle, elle interrogea son miroir. Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays? Il répondit enfin, Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. Petite gorgée d'eau. Donc en effet, il y avait quand même une pomme, à la fin. Alors son cœur jaloux fut au repos, autant qu'un cœur jaloux puisse trouver le repos. Mais en rentrant chez eux, le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre. Et pas un souffle ne sortait de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignirent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte et le resta. Ils la mirent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle, la pleurèrent et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle était encore fraîche, aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait des belles joues rouges. Ils dirent « Nous ne pouvons pas mettre cela dans la terre noire », et ils firent un cercueil de verre transparent, afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils la couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, et qu'elle était la fille du roi. Ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours auprès pour la garder. Et les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. D'abord une chouette, puis un corbeau, enfin une petite colombe. Et Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil. Et elle ne se décomposait pas, elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang, et noire de cheveux comme le bois d'ébène. Or il advient qu'un fils de roi se trouvait par hasard dans la forêt, et alla à la maison des nains pour y passer la nuit. Sur la montagne, il vit le cercueil et la jolie Blanche-Neige couchée dedans, et il lut ce qu'il y avait inscrit en lettres d'or. Alors il dit aux nains « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai tout ce que vous voulez en échange. » Mais les nains répondirent « Non, nous ne la céderons pas pour tout l'or du monde. » Alors il leur dit « En ce cas, faites-moi cadeau, car je ne peux pas vivre sans voir Blanche-Neige, et je la vénérerai et je le tiendrai en estime comme mon bien le plus cher. » En l'entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à sa serviteur de l'emporter sur ses épaules. Il advient alors qu'ils trébuchèrent contre un buisson et que par la suite de la secousse, le trognon de pomme empoisonné trognon de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit du gosier. Et bientôt elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se dressa ressuscitée. « Ah Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle. Plein de joie, le prince lui dit « Tu es auprès de moi ». Il lui raconta ce qui s'était passé et lui dit « Je t'aime plus que tout le monde, viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme. » Alors Blanche-Neige l'aima et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. Mais on invita aussi à la fête la méchante marade de Blanche-Neige. Quand elle eut revu de beaux habits, elle alla devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est 1000 fois plus jolie. » Alors la méchante femme poussa un juron et se fut effrayée, tellement effrayée qu'elle ne sut que faire. D'abord elle ne voulait pas du tout aller à la noce, mais la curiosité la laissa de répit. Il lui fallait partir, et elle alla voir la jeune reine. En entrant, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place et ne put bouger. Mais déjà, on avait fait rougir les mules de fer sur des chardons ardents. On les apporta avec des tenailles et on les posa devant elle. Alors il lui fallut mettre ses souliers chauffés à blanc et danser jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Ça se termine comme ça. Voilà. Donc la méchante reine, c'est dans cette version-là qu'elle finit avec des souliers chauffés à blanc et elle doit danser au mariage de Blanche-Neige jusqu'à ce qu'elle meure. C'est super. Quelle ambiance. Désolée pour les petits moments de bug. Comme je dis, ça prend un peu d'énergie quand même. Et justement aussi le but de faire ça, c'est de m'entraîner, de m'améliorer quoi en lecture, parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Et du coup voilà. Donc en fait effectivement dans cette version là, il y a 3 étapes pour que Blanche-Neige arrive dans le cercueil de verre. Il y a d'abord le lacet avec le corset.
le peigne empoisonné, et enfin la pomme que la méchante reine coupe en deux pour prouver que non, mais tout va bien, regarde. Et bon, après la partie où il y a juste un prince random qui arrive et qui est en mode je vais t'épouser, un peu bizarre. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que Blanche-Neige, elle a 7 ans. Elle a 7 ans dans ce conte-là. Après, c'est pas précisé parce que en fait, ils disent que les nains la veillèrent très longtemps et qu'elle resta très longtemps dans le cercueil de verre sans vraiment se décomposer ni rien. Donc est-ce qu'elle continue à grandir et est-ce qu'il s'est vraiment genre passé des années? Bon, après, dans une des histoires précédentes, on a vu qu'un prince s'était marié à l'âge de 14 ans. Dans tous les cas, c'était une autre époque. Voilà. Mais effectivement, dans Blanche-Neige, la morale est vraiment le côté de on ne parle pas aux inconnus, on ne laisse pas n'importe qui rentrer chez soi, même si on a très envie d'une pomme, même si on a très envie d'un peigne, et si on a très envie d'un lacet de corset. Voilà. Mais j'aime bien cette version aussi parce que elle est un petit peu moins innocente que la version de Disney. Même si clairement s'ils avaient adapté celle-là en Disney, ça aurait été un peu bizarre. Ceci dit, dans le Disney, il me semble qu'elle a 14 ans. Ce qui est le double de son âge dans le conte, mais quand même pas beaucoup. En tout cas, voilà, c'était les 3 petites histoires. Donc je remets... hop. On avait commencé par les 7 corbeaux. Ensuite, on a lu les 3 cheveux d'or du diable. Et on a fini par le classique Blanche-Neige. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais arrêter le live ici. J'aimerais bien en fait faire des live lectures comme ça, mais bon, le soir plutôt. Un petit peu en mode tranquille ASMR. Enfin, ASMR, genre en mode on est un petit peu posé, chill, un petit peu comme ce que j'ai essayé de faire là. Et que ce soit peut-être vos petites histoires avant d'aller dormir finalement. Là c'est sûr qu'en milieu d'après-midi c'est peut-être un petit peu moins approprié, mais j'aimerais beaucoup faire ça, voilà, des petites soirées, la petite lecture du soir quoi pour vous, globalement. Donc la prochaine fois, on pourra peut-être lire un des contes des Mille et Une Nuits. Le prochain live, je pense que ce sera... Je pense que ce sera mercredi. Peut-être que j'en ferai un mardi. Je tiendrai au courant sur mon Discord. Si jamais il y en a qui veulent, qui n'ont pas encore rejoint, il y a mon Discord en lien sur ma chaîne Twitch. Il va falloir que je fasse des petits liens dans le chat pour pouvoir vous montrer ça. Mais du coup voilà, il y a toutes les infos sur le Discord. J'essaierai aussi de poster sur Blue Sky et Instagram quand je lance un live. Et voilà, je pense que le prochain live on fera plutôt un autre petit jeu vidéo, un peu chill, j'en ai plusieurs sous le coude que j'ai envie de faire. Et j'essaierai un soir dans la semaine du coup de proposer une petite soirée lecture un petit peu comme on vient de faire. Peut-être que là je choisirai des contes un peu plus longs mais que j'en ferai qu'un seul. Je sais pas, on verra. En tout cas j'ai bien aimé faire ça. J'espère que ça a été agréable pour vous à écouter et que ça vous a accompagné dans votre lurk, par exemple. Merci à tous ceux qui sont passés. Plein de bisous à vous. Et on se dit à une prochaine alors du coup. Comme je disais, soit mardi, soit mercredi. Et pour un petit jeu, soit petit jeu d'horreur, soit un petit jeu chill narratif. Voilà, on se dit à bientôt. Allez, au revoir.